Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous m'entendez. Bienvenue sur ce nouveau webinaire offert par l'association Rose Up. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est la reprise professionnelle, notamment valoriser ses atouts et être fier de soi. Alors, je crois qu'on ne t'entend pas encore, Margot, il me semble. Au pire, c'est pas grave. Hein. Ah, on t'entend. Comment vas-tu? Bien, bien, et toi? J'ai sorti le col roulé, putain, la loose. Oh, la tristesse. Voilà, ça y est, on y est. On a aujourd'hui la chance et le plaisir d'accueillir à nouveau Margot Théroux. Margot qui est notamment qui intervient à la Maison Rose de Paris, qui est coach et qui gère les marques Heroes and Associates et We On Board et qui était auparavant chasseuse de tête. Merci beaucoup Margot d'être à nouveau avec nous. Donc, je salue chaleureusement les personnes qui nous suivent sur Facebook, puisque cet atelier est diffusé en direct sur la page Facebook de l'association Rose Up. Et pour celles qui nous suivent sur Zoom, vous avez un petit bouton en bas de votre écran Q&R, donc questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions en direct à Margot. Voilà, un petit bouton conversation, où vous pouvez également nous faire part de vos différents témoignages. Donc, je vais laisser la parole à Margot qui va dérouler son support pour vous donner des bonnes astuces, des conseils. Et par la suite, je ferai remonter vos questions et vos témoignages. Donc, n'hésitez pas, vous avez la chance de pouvoir poser vos questions en direct à Margot. Donc, évidemment, je vous y encourage. Et je vous dis à tout à l'heure. Super, merci beaucoup Elodie. Je suis très 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 heureuse de vous retrouver chaque lundi. Voilà, depuis le début du confinement. J'allais faire une mauvaise blague en disant le premier. Non, je vous assure, je n'ai pas de lien avec les autorités de santé, je ne sais pas ce qui se passe. Non, sincèrement, depuis mars, chaque lundi, on se retrouve à 14 h pour ce moment. Et ça me fait ça me fait chaque jour hyper plaisir. Ça fait comme un espèce de soleil dans ma vie, notre rendez-vous. Bon, alors, à la différence, c'est que quand j'ai commencé les ateliers, j'étais en t-shirt. Là, je me suis en col roulé. Alors, petite précision, je suis sur Paris, hein, donc dans le Nord, du coup. J'espère sincèrement qu'il y en a parmi vous qui me suivent dans le sud de la France ou même depuis les Antilles ou depuis la Réunion, comme c'était le cas parfois. Et donc, j'espère que vous avez du soleil parce que clairement, c'est vraiment pas chouette cette transition. Aujourd'hui, on va pas parler de météo, on va parler de vous. Je vais vous expliquer comment apprendre à valoriser vos atouts et à être fier de vous. Donc, effectivement, parfois, ça peut être très difficile. C'est toujours très difficile d'être fier de soi, d'être fier de ce que l'on fait, sans pour autant paraître pour une prétentieuse ou un prétentieux s'il y a des hommes dans l'auditoire. Parfois, lorsqu'on nous demande nos compétences ou lorsqu'on nous demande notre expertise, on peut se sentir un peu gêné. Et c'est vrai que parfois, mettre en avant ses compétences, ça peut être difficile. Et qui plus est, encore plus lorsqu'on est en traitement ou lorsqu'on vient d'apprendre son cancer ou lorsqu'on est à la sortie de la maladie, on a l'impression d'être un peu diminué. Je sais qu'à la Maison Rose Paris, là où j'interviens, il y a beaucoup de femmes qui me disent qu'elles ont l'impression d'être stupides parce qu'elles ont des capacités cognitives qui sont moins réactives qu'avant. Et pour autant, ce n'est pas le cas. En fait, hein, c'est juste que voilà, parfois certains traitements influencent sur la mémoire, mais ça ne fait pas de vous quelqu'un de moins bien, une moins belle personne ou quelqu'un de moins intéressant. Au contraire, vous avez la maladie qui vous apporte une force en plus. Et donc, l'idée de cet atelier, c'est comment en fait apprendre à valoriser ses atouts et à être fier de soi. Voilà. Donc, on va aborder comme d'habitude, hein, toujours très structuré, les ateliers, 3 temps. Premier temps, pourquoi c'est important? Deuxième temps, comment identifier ses atouts? Et dans un troisième temps, comment les valoriser? Donc, comme l'a dit Elodie, cet atelier est déroulé en 2 temps. Un premier temps où je vous déroule l'atelier et dans un second temps, vous nous partagez vos retours, vos expériences de vie, vos astuces aussi, puisque c'est grâce à vous, vous pouvez partager des petits conseils qui, j'en suis sûre, seront utiles pour l'ensemble des personnes qui nous suivent. Donc, c'est parti. Pourquoi c'est important? Donc, première partie, pourquoi c'est important de se valoriser? Sûrement, vous avez déjà entendu des milliers de fois et des centaines de fois qu'il faut apprendre à se valoriser. C'est sympa en théorie, mais en pratique, c'est plus difficile. Et encore plus, comme je le disais en introduction, si vous êtes passé par la phase cancer, qui change
profondément votre rapport au monde, aux autres, mais surtout à vous-même. Apprendre à vous valoriser, c'est important, puisque ça va vous apprendre, entre guillemets, ça va vous montrer que vous méritez autant d'amour, de compassion que n'importe qui d'autre sur cette planète. Apprendre à vous valoriser, c'est vous prouver que vous n'êtes pas en dessous des autres, que vous avez une place ici et que, comme toutes les personnes qu'il y a autour de vous, et que vous êtes capable d'atteindre vos objectifs. Apprendre à vous valoriser, c'est important puisque ça va simplement vous apprendre à être juste avec vous-même et ne pas être trop dur. Parce que peut-être que vous le savez ou vous ne le savez pas, mais les mots ont une influence sur notre perception du monde. Quand vous vous dites « je suis nulle, j'y arriverai pas », le fait de vous le dire, votre cerveau il l'entend et il enregistre. Et donc en fait, vous allez nourrir quelque chose d'existant. Je sais que c'est facile à dire, mais il faut sortir de ça. Et donc, apprendre à vous valoriser, c'est apprendre en fait que l'on peut être soi-même, que l'on peut s'accepter dans sa globalité, avec ou sans sein, avec ou sans cancer, avec ou sans enfant et avec ou sans partenaire. En fait, apprendre à vous valoriser, c'est apprendre à vous accepter, mais surtout apprendre à vous aimer. Oui, voilà, on est lundi, on est vraiment, voilà, c'est un atelier qui fait du bien en ces temps gris. C'est un atelier voilà, qui est là pour vous aider à avoir confiance en vous, à vous aimer et à faire en sorte que vous rayonnez déjà de l'intérieur pour que vous puissiez rayonner de l'extérieur. Et enfin, je terminerai cette première partie par cette citation de Bouddha qui dit que vous de même, que n'importe qui d'autre dans l'univers, méritez votre amour et votre affection. Voilà, c'est ça. Donc apprendre à se valoriser, c'est apprendre à se donner de l'amour, c'est apprendre à s'accepter, c'est apprendre à avoir confiance en soi et c'est apprendre à se dire des mots doux. Voilà, je sais que c'est un atelier on l'a déjà fait dans le passé et c'est un atelier où à la fin il y a beaucoup de témoignages où chacune donne des petites astuces et donc j'espère que à la fin vous allez en ressortir grandi et que si vous avez des astuces, vous me les partagerez. Donc préparez si vous avez des astuces pour la confiance en soi, c'est le moment. Deuxième du coup, après cette première partie, qui était plus un espèce de, qu'on appelle en anglais un motivator speech, donc un discours motivant, c'est comment trouver les clés pour se valoriser. Parce que j'imagine bien, on me dit ah, Margot, t'es mignonne, tu me dis qu'il faut que je m'aime très bien, mais comment on fait en fait? Eh bien voilà, je vais vous donner quelques astuces. Alors je crois qu'au total, il y en a 6. Enfin 5 et demi on va dire, il y a 5 astuces, donc sortez, de toute façon, parenthèse, Élodie le reprécisera si nécessaire, mais les supports, ils vous sont envoyés si vous en faites la demande, donc vous écrivez à contact.bordeaux@maisonrose avec un s.fr, je l'écris dans le chat, mais pour les personnes qui nous suivent sur Facebook, c'est contact.bordeaux, comme la ville, comme le vin, pardon, @maison avec un S, rose sans S.fr, puisqu'il y a plusieurs maisons roses, une à Bordeaux et une à Paris. Voilà, pour les personnes qui voudront le support, ne prenez pas de notes, écoutez et vous pouvez en faire la demande à Élodie qui vous l'enverra gentiment. Donc, comment trouver les clés pour se valoriser? Première étape, premier conseil, apprendre à s'accepter. La fameuse phrase « Venez comme vous êtes » d'une célèbre marque de fast-food dont on taira le nom, clairement. Mais elle nous a tous fait sourire à un moment donné, même si nous ne sommes pas vraiment fans de la marque en tant que telle, avouons-le, l'idée et leur slogan est plutôt sympa. Laissons à César laissons à Ronald ce qui appartient à Ronald. Et donc, en réalité, être soi-même, ce n'est pas facile, surtout lorsque depuis tout petit, et pourrais-je même dire depuis notre enfance, nous avons entendu constamment ce qu'on appelle des injonctions qui nous disent « sois comme ceci, fais comme cela, etc. etc., etc. » Et donc, en fait, depuis que vous êtes bébé, jeune, enfant, vous entendez constamment des voix, on ne sait pas d'où elles viennent, parfois de la famille, parfois de l'école, parfois de l'éducation, parfois des personnes autour de nous, qui nous disent comment être. Et donc, le premier objectif et la première chose à faire, c'est de déceler les petites voix de notre passé et de venir les bloquer. Et à partir du moment où vous allez prendre conscience que parfois vous allez avoir des petites voix, et quand je dis des petites voix, c'est des réflexions comme des automatismes qui viennent dans votre tête, croyez-moi, ça ira mieux. Et
Alors encore une fois, oui, vous étiez enfant, mais aujourd'hui vous ne l'êtes plus. Vous êtes des adultes, des jeunes adultes ou des adultes tout court ou des personnes avec une certaine expérience de la vie. Vous êtes des combattantes et des combattants. Et ce n'est pas une réflexion de Tata Janine qui va venir vous bousculer quand même. Si vous avez envie de faire ce sport que vous rêvez de faire depuis longtemps, mais que vous vous interdisiez parce que je ne suis pas sportive, parce que mon corps ceci, mon corps cela, éteignez cette petite voix, allez-y. Si vous mourrez d'envie de faire un sport, une activité créative, mais vous vous dites qu'il est trop tard, que vous serez nul, que vous serez ridicule par rapport aux autres, et je suis persuadée que lorsque je vous dis ça, il y en a certaines qui se disent « oui, c'est vrai, je me suis dit ça », bah faites-le en fait. C'est pas parce qu'on a 60 ans, 70 ans, 80 ans qu'on ne peut pas apprendre en fait. Et c'est ça qui est chouette dans la vie, c'est que la vie, c'est un apprentissage permanent. Et donc, si vous avez envie de vous mettre à la couture parce que c'est quelque chose qui vous plaît, mais vous n'avez jamais osé parce que vous pensez que vous n'êtes pas manuel, bah allez-y. Si vous avez envie de vous mettre à la peinture, et bah tant pis si sur un cours d'adulte, vous êtes la plus jeune ou la plus âgée, on s'en fout. Le principal, c'est d'être là pour une bonne raison et c'est celle de vous faire plaisir. Et donc, quoi qu'il arrive, apprenez à déceler ces petites voix qui vous disent que vous n'en êtes pas capable et foncez, avancez. Et je vais vous donner une technique que je m'applique à titre personnel ou même professionnel, qui est la technique du pire. C'est quoi la technique du pire? C'est de vous demander constamment qu'est-ce que vous risquez si jamais vous le faites. J'ai envie de prendre des cours de peinture, mais j'ai peur d'être la plus jeune, j'ai peur d'être la plus âgée, j'ai peur d'être nulle. Au pire, qu'est-ce que je risque? Au pire, rien en fait. Vous risquez rien parce que vous êtes dans un cours, donc techniquement, vous êtes censé apprendre. Donc, allez-y, foncez. Voilà pour le premier conseil. Apprendre à s'accepter, détourner les petites voix et utiliser la technique du pire. Deuxième conseil, on va déstructurer un concept, c'est l'estime de soi. L'estime de soi, ce n'est pas être narcissique. Sachez-le. C'est pas parce que vous parlez de vous en bien que vous vous la pétez je vous dis dans le sens vulgaire du terme. L'estime de soi, en une phrase, c'est l'appréciation favorable que l'on porte de soi. L'estime de soi, c'est connaître ses points forts pour savoir les mettre en valeur. Si jamais un jour vous êtes dans la rue et qu'il y a quelqu'un qui fait un malaise et que vous savez faire des massages cardiaques, bah oui, je sais faire un massage cardiaque, donc je saurai sauver la vie de cette personne. C'est pas faire preuve de narcissisme. C'est pas comme si vous marchiez dans la rue et dire coucou, je sais faire des massages cardiaques. Non. C'est connaître ses points forts pour savoir les mettre en valeur au bon moment. Et c'est aussi se dire qu'on a une place dans la société et qu'on la mérite. C'est participer à sa réussite. A contrario, effectivement, le narcissisme, c'est un amour excessif porté à l'image de soi. C'est surestimer ses atouts jusqu'à en dévaloriser les autres et estimer qu'on est au centre de tout. Et donc, pour savoir si jamais vous avez toujours peur de se dire « Ah, mais j'ai pas envie de me mettre trop en avant, etc. » Une seule question peut vous aider à savoir si c'est du narcissisme ou si c'est de l'estime de soi, c'est se dire « Est-ce juste ?» Est-ce que c'est juste? La justice toujours. Exemple, est-ce que c'est juste de vouloir ce poste alors que j'ai travaillé dur pour ça? Est-ce que c'est juste de vouloir être cité dans un article alors que la personne, elle n'a pas pris la peine de me citer alors que c'est mon travail? Est-ce que c'est juste d'avoir mon nom qui est cité lors des travaux de groupe parce que j'y ai participé et j'ai donné des résultats concrets? Est-ce que c'est juste de vouloir une augmentation alors que je me suis donnée à fond et que les résultats de l'entreprise ou de l'hôpital dans lequel je travaille sont excellents, etc., etc., etc. Et oui, la réponse est oui. Si jamais c'est juste, ben dans ces cas-là, allez-y. Donc du coup, deuxième conseil, faire la différence entre le narcissisme et l'estime de soi avec une seule et même question, est-ce que c'est juste? Ou autre question, est-ce que c'est juste de vouloir porter le projet, par exemple, imaginez que vous êtes en travaux de groupe et puis vous dites que c'est vous qui l'avez fait seul. Est-ce que c'est juste de dire que je suis la seule à avoir fait le travail alors qu'on est plusieurs? Non. Et là, on est dans du narcissisme. Est-ce que c'est juste de ne parler que de moi alors que je suis face à une personne qui a envie d'échanger et de ne pas l'écouter, me présenter ses compétences? Non, etc. Vous voyez, rien qu'avec cette notion de justice, déjà, ça peut vraiment vous aider à faire la différence. Troisième question, troisième conseil pour apprendre à valoriser, à identifier ses atouts. Donc après avoir vu comment apprendre à s'accepter,
faire la différence entre la justice et entre le narcissisme et l'estime, c'est de définir ses qualités. Alors là, vous vous dites, mon Dieu, comment je vais faire? Eh bien, en fait, sachez que pour définir ses qualités personnelles, il y a plusieurs astuces. Déjà, vous pouvez il y a 2 astuces. Soit vous le faites seul, soit vous le faites avec vos proches. Voilà. Ensuite, pour le faire seul, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est simple. Vous prenez un peu de temps, là, cet après-midi. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à faire, mais si ce n'est pas le cas, bah, c'est le moment, voilà, c'est le temps que vous devez vous donner. Vous faites un thé ou une boisson chaude ou de l'eau, enfin, peu importe, vous mettez une musique douce et en fait, vous prenez une feuille et vous écrivez, qualité personnelle, familiale, sportive et autres. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous allez mettre sur une liste l'ensemble de vos réussites et de ces réussites, vous allez en tirer les compétences que vous avez utilisées pour y arriver. Par exemple, qualité personnelle, je fais face à la maladie. Qualité, warrior, désolée. Qualité, maîtrise, qualité, gestion des émotions, gestion du stress, gestion de l'organisation, empathie, parce que forcément, quand vous êtes malade, vous êtes très empathique, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, forcément, en fait, pour chaque réussite personnelle, vous allez trouver toute une liste de qualités. Et vous allez voir que ça va prendre du temps, parce que je ne sais pas à quel âge vous avez, mais quoi qu'il arrive, à n'importe quel âge, on a tous nos petites réussites. Donc ça, c'est des réussites personnelles, mais par exemple, ça peut être avoir réussi à faire un plat, ça peut être avoir réussi à organiser une fête surprise, ça peut être avoir réussi à organiser des vacances, ça peut être avoir réussi à terminer un livre, ça peut être avoir réussi à écouter une amie ou un ami qui n'était pas bien, etc. Et en fait, toutes ces petites choses dont finalement, en fait, dont on ne prend pas le temps d'observer, mais qui font finalement le sel de la vie, ces choses-là, en fait, vous allez en extraire vos qualités. Voilà. Par exemple, je ne sais pas, moi, s'il y en a qui ont fait du sport, d'ailleurs, j'ai vu que il y en a qui avaient participé à la Virose il y a quelques semaines pour Rose Up. Bah, voilà, le fait d'avoir fait de la Virose, c'est une réussite. Pourquoi? Bah, c'est le sport. Le sport, c'est quoi comme qualité? C'est l'endurance, c'est l'engagement, c'est la loyauté, parce qu'il faut être loyal à ces entraînements de sport. Hein. Ça peut être facile de se dire, je n'y vais pas. Voilà. Il y a tout un tas de qualités qui peuvent être vraiment extraites de chacune de vos réussites. Donc, prenez une feuille, écrivez qualité personnelle, familiale, sportive, artistique. Vous prenez tout ce que vous faites dans la vie au quotidien et vous imaginez vos réussites. Et bien sûr, l'idée, c'est pas que d'imaginer les réussites à l'instant T, mais c'est de reprendre au moins sur 3 ans, voire plus, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont parents. Bah voilà, le fait d'élever un enfant, c'est une qualité. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas facile tous les jours. Mais ça reste des choses dont on considère tellement qu'elles sont acquises qu'on les oublie. Et finalement, vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup, beaucoup de qualités. Et parfois, et ça c'est le jeu à la fin, une fois que vous avez fait vos colonnes en fonction des différentes sphères, les différentes qualités, bah, vous allez voir en fait parfois qu'il y a des qualités qui sont communes à toutes ces sphères. Si vous travaillez dans un sport, dans un métier où il faut de la patience, qu'en plus de ça, vous devez gérer des personnes, que ce soit vos enfants, que ce soit des personnes dans votre entourage, si en plus de ça, vous aimez beaucoup lire, etc., bah, vous voyez en fait que la qualité de la patience, elle est prédominante. Et donc que forcément, vous êtes quelqu'un de très patient. Du coup. Donc voilà. Définir ses qualités, c'est il faut y aller un peu de façon bureautique, de se dire je vais prendre tous les aspects de ma vie, l'aspect associatif, l'aspect personnel, l'aspect professionnel, l'aspect familial, toutes les sphères, tout ce qui fait que je suis moi, et je vais trouver des réussites, et de ces réussites, je vais en extraire des qualités. Alors je regarde s'il y a des questions. Non, pour l'instant ça va. Donc ça veut dire que je ne vous ai pas perdu. C'est le principal. Et ensuite, donc deuxième technique pour trouver ces qualités, idéalement, en fait, vous allez faire un petit audit, un petit diagnostic auprès de vos proches et vous allez aller les interroger et leur dire, bah voilà, je fais un travail sur moi, selon toi, quelles sont mes qualités? Alors, c'est pas évident, hein, mais si vous justifiez en disant que vous faites un travail sur vous, que peut-être, vu que vos amis ou vos proches savent que vous avez un cancer et que du coup, vous en profitez aussi pour prendre ce temps pour vous, pour réfléchir sur votre vie. Si vous pouvez, vous pouvez le présenter comme ça en disant, bah voilà, je profite de la maladie, de ce temps
pour réfléchir sur moi, sur ma vie. Et j'aurais souhaité savoir, selon toi, quelles étaient mes 3, 5 qualités. Interroger une dizaine de personnes et croyez-moi, déjà ça va ouvrir à de belles discussions, à des belles déclarations d'amour entre guillemets, parce que parfois en fait on n'ose pas dire à nos amis ou à nos proches qu'on les aime, et le fait que la personne parle de vous en positif, forcément vous allez avoir envie naturellement de lui retourner et donc de dire à quel point qu'est-ce que vous aimez chez elle, et voilà, ça peut être une belle discussion, ça peut être sympa, surtout avec la météo plus les contextes sanitaires en ce moment, donc ça peut être un rayon de soleil dans votre journée. Et en plus de ça, en fait, ça se trouve, vous allez découvrir des choses que vous ignoriez. Ça se trouve, cette personne-là, elle va mettre en avant une qualité qui était passée, en fait, que vous n'aviez pas vue. Par exemple, elle va te dire, oh là là, mais moi je trouve que tu es hyper courageuse, je trouve que tu es hyper forte, alors que vous êtes, oui, je ne suis pas spécialement forte. Bah si, en fait. Ça se trouve, cette personne-là va vous le dire, et puis ça se trouve, il y en aura une deuxième et une troisième, et en fait, vous allez dire, j'ai plusieurs de mes amis, de mes proches qui me disent que je suis forte, donc ça veut dire que peut-être que je le suis. Je vais peut-être leur faire confiance aussi. Voilà, ça peut être une astuce. Donc voilà, ça c'était pour le troisième point qui est d'apprendre à définir ses qualités. Le quatrième point, attention, on retourne dans la sphère professionnelle, c'est de définir ses compétences professionnelles. Parce que parfois, en fait, lorsqu'on ne se sent pas à l'aise dans ses baskets, lorsque la maladie, on n'arrive pas à la gérer, on a l'impression d'être nul, on a l'impression d'avoir perdu certaines de nos capacités cognitives, faire des listes, ça rassure et ça permet de mettre des mots sur les mots. Et donc, on vient de le faire pour le côté personnel. Et donc, définir ses compétences professionnelles, ça va être aussi simple, entre guillemets. C'est, en fait, pour chaque poste, donc vous allez prendre votre CV si vous l'avez fait, ou si vous vous en souvenez, et pour chaque poste que vous avez occupé, vous allez mettre devant les missions que vous avez faites, vous allez mettre des compétences. Et comment on met une compétence? C'est très simple. La clé, c'est dire je sais, plus verbe, plus COD. Mettons, vous avez travaillé dans l'événementiel pour l'Accor Hotel Arena, donc, qui est une salle de concert sur Paris. Eh bien, vous pouvez dire je sais organiser des événements de plus de, je ne sais pas combien il y a de places, 4000 on va dire, je pense que c'est plus, mais bon, c'est pas grave. Je sais organiser des événements de plus de 4000 personnes dans un contexte tendu, si vous l'organisez en plein Covid. Bon, c'est compliqué, mais voilà. Ou alors, je sais accueillir des personnes malgré une foule, malgré lorsqu'il y a beaucoup de monde. Je sais procurer un service individualisé dans un contexte dynamique et important, etc. Et en fait, quand vous commencez vos phrases par « je sais », ça peut paraître très scolaire comme ça, mais en fait, à la fin, vous allez retirer les « je sais » et vous allez avoir la liste de vos compétences. Par exemple, quand vous travaillez dans le recrutement, c'est « je sais recruter, je sais suivre un processus de recrutement de la chasse du candidat jusqu'à son intégration ». La compétence, c'est suivre un processus de recrutement, de l'intégration, etc. Ça peut être « je sais trouver une personne adéquate en moins de 3 semaines lorsqu'on j'ai une demande client ». Je sais. Et donc, en fait, pour chaque poste et chaque mission, vous allez faire ça et ça va vous donner une liste de compétences. Mais en fait, vous allez vous retrouver avec trois cahiers remplis, limite, pour chaque poste. Pour les personnes qui sont arrêtées depuis plus d'1 an, plus de 2 ans, qui ont l'impression qu'elles ne savent plus rien faire, dites-vous que c'est que du stress et qu'on n'oublie jamais ce qu'on sait faire. Si vous les avez su le faire un jour, vous saurez le refaire un jour. Ne vous mettez vraiment pas la pression par rapport à ça. Et il y a aussi ce qu'on appelle des compétences qui sont transférables, c'est-à-dire des compétences qui peuvent être transférées d'un domaine à un autre, d'un contexte à un autre. Mettons, vous avez organisé le mariage de votre meilleure amie, de votre sœur, d'une amie, de quelqu'un, d'un membre de votre famille. Eh bien, en fait, même si vous n'avez pas exercé en tant que wedding planner en tant que tel, vous avez la capacité d'organiser un événement de plus de 60, 70, 120, 150, 200 personnes. Et le stress entre organiser un événement de 150 personnes, que ce soit pour une entreprise ou pour un membre proche, je pense qu'il est assez similaire dans les deux cas, mais il y a une pression supplémentaire quand c'est pour un proche parce qu'on se dit, bon, je ne pourrais pas me planter.
Et donc, voilà. Et donc, même si vous avez été arrêté, même si vous ne travaillez pas depuis longtemps, il y a toutes ces choses-là que vous faites au quotidien, dont vous ne vous rendez même pas compte parce que vous les faites avec plaisir, qui sont ce qu'on appelle des compétences transférables et que du coup, comme leur nom l'indique, que vous pourrez transférer dans une prochaine expérience professionnelle. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour le 4e conseil. Et le 5e conseil, qui est un conseil, alors là vous allez dire, Margot, elle est partie dans les montagnes tibétaines et elle n'est pas redescendue. Le 5e conseil, c'est vraiment d'apprendre à cultiver le positif. Alors, je sais, on vous le dit tout le temps et vous en avez à la casquette. Mais l'estime de soi se cultive en chacun de nous. Et elle est fortement influencée par l'image que nous renvoient nos proches. Et donc, dès l'enfance, en fait, l'estime de soi va se cultiver au travers la famille, l'école, par des encouragements, par des choix d'activités d'apprentissage qui évitent de mettre trop souvent les personnes en échec. Un adulte qui va avoir peu, voire pas confiance en lui, c'est un individu qui a été mis en échec quand il était petit. Et donc forcément qui va avoir du mal à s'autoriser la réussite. Parce qu'en fait, il a compris que depuis qu'il était petit, il était nul partout. Et donc forcément, cette logique néfaste va continuer à s'appliquer dans le monde des adultes. Si on vous renvoie constamment le fait que vous ne soyez pas capable de faire quelque chose, vous allez vous sentir comme incapable. C'est une phrase un peu cliché, mais c'est Albert Einstein qui disait essayez de faire grimper un poisson à un arbre et il pensera toute sa vie qu'il est bête. Ah oui, mais c'est vrai. On a tous des modes de fonctionnement et on a tous des façons de réfléchir qui sont différentes, comme on a tous des compétences qui sont différentes. Et c'est pas parce que sur un moment dans votre vie, vous avez... D'ailleurs, qu'est-ce que l'échec? Ça, c'est notre question. Mais bref, c'est pas parce qu'à un moment dans votre vie, vous n'avez pas eu les résultats escomptés que pour autant, ça fait de vous une mauvaise personne. Et donc, encore plus durant la maladie, essayez sincèrement de vous entourer de personnes que vous appréciez, mais qui sont positives aussi. Parce que si vous vous retrouvez à devoir assurer la terre entière sur votre santé, clairement, qui c'est qui va gérer votre charge mentale à vous, en fait? Donc, c'est vraiment ça. Et aussi, l'autre conseil pour cultiver le positif, et je sais qu'on en avait discuté la dernière fois, c'est de prendre un petit cahier que vous allez bien sûr customiser avec des photos, des images que vous aimez bien sur la couverture. Et chaque jour, vous allez écrire les 5 choses, ou les 3, 5 c'est difficile. Vous allez écrire les 3 choses positives de votre journée. Et donc, le soir, avant d'aller vous coucher, vous allez reprendre vos cahiers et vous allez dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé de chouette dans ma journée? Mais c'est pas forcément des trucs incroyables, hein. Ça peut être, j'ai surpris quelqu'un en train de chanter dans la rue et la personne, elle avait l'air tellement dans son monde que ça m'a fait rire. J'ai eu, pour les personnes qui ont des transports en commun à proximité de chez eux, j'ai pas eu besoin d'attendre 7 minutes sous la pluie, sous le froid, avant de monter dans mon bus, dans mon tram, dans mon métro. Ça peut être... voilà, je vais me confesser un peu. Ce soir, il y a L'amour est dans le pré sur M6, par exemple. Moi, je sais que c'est mon émission préférée. Enfin, voilà, j'avoue. Et c'est trop bien parce que de se dire qu'on termine le lundi, qui est une journée que peu de personnes aiment. Moi, j'aime bien le lundi, mais bon, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Se dire, je termine avec quelque chose de chouette, en fait. En plus, L'amour est dans le pré, c'est du love et de la nature. En vrai, que demander de plus? Bref, interview d'M6 terminée. Et donc, trouver chaque jour, et le fait, en fait, d'entraîner votre cerveau à voir les choses positives, ça va vous permettre, en fait, ça va vous apprendre, vous éduquer à trouver le positif, même quand parfois il ne s'est rien passé vraiment d'excitant dans la journée, mais au moins vous allez dire, ok, c'est pas grave. C'est vraiment une éducation du cerveau, hein. C'est la gymnastique, hein. Ça peut paraître hyper simple ou hyper un peu neuneux comme conseil, mais je vous assure, c'est vrai et ça marche. Encore une fois, il n'y aura pas de... Comment dire? C'est une théorie en fait qui vient de Carl Jung, qui est un psychanalyste, et je crois que ça s'appelle la loi, c'est pas la loi de l'attractivité ou la théorie de l'attractivité, je sais plus, il faudra que je revérifie, mais c'est vraiment une théorie psychanalyste, donc du coup voilà, qui a été faite par un professeur éminent en psychanalyse, qui nous dit que effectivement, alors ça s'écrit juste pour celles et ceux qui veulent aller voir, c'est Carl C-A-R-L et Jung J-U-N-G, voilà, qui nous dit qu'effectivement, en fait, le positif attire le positif et s'entraîner à avoir du positif, en fait, on va le voir de plus en plus.
Après, encore une fois, vous n'êtes pas des superwomen et des superman, moi non plus. Et il y a des jours quand ça va pas, ça va pas. Et on se dira, tant pis, aujourd'hui c'est une journée pourrie, demain ça ira mieux. Voilà pour le conseil. Et puis moi, je sais que lors du dernier atelier, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, moi, à titre d'exemple, quand je me sens bien, j'écris des mots, j'écris des mots sur un papier, j'écris comment je me sens, je les mets dans une boîte et le jour où ça va pas, j'ouvre ma boîte et je prends les mots que je me suis écrits quand ça allait. Et forcément, vu que c'est vous qui les avez écrits, vous vous croyez, vous faites confiance et donc du coup, ça peut aider. Il y a une autre technique qui consiste à se regarder dans le miroir et à sourire pendant 30 secondes. Apparemment, le fait de sourire et de vous forcer à sourire, votre cerveau va croire qu'il se passe quelque chose de positif et donc en fait, il va déclencher les hormones du plaisir. Je l'ai fait une fois, je me suis sentie extrêmement ridicule parce que j'étais en train de pleurer, j'étais en train de sourire en même temps. Je dis... Bon, si jamais il y en a qui l'ont testé parmi vous, ça peut marcher. Encore une fois, ce qui marche pour les uns ne marche pas pour les autres et vice-versa. Voilà pour cette deuxième partie qui était de comment apprendre à trouver les clés pour valoriser ses atouts. Donc en 1, apprendre à s'accepter avec la technique du clear, avec l'identification des petites voix qui nous disent qu'on n'en est pas capable alors que si. En 2, c'est faire la différence entre l'estime de soi et le narcissisme avec toujours cette phrase « est-ce que c'est juste ?» En 3, définir ses qualités. Donc, soit au moyen de listes sur différentes thématiques personnelles, les activités, la vie associative, le sport, etc. Ou en allant voir ses proches et en leur demandant des qualités, les qualités que l'on a. Voilà. En 4, c'est apprendre à définir ses compétences professionnelles avec la technique du je sais plus verbe plus COD, donc complément d'objet direct. Et en 5, c'est cultiver le positif avec des petites astuces pour apprendre à identifier la lumière quand tout est sombre, c'est-à-dire à se supprimer des personnes négatives, à trouver 3 choses positives par jour, à sourire dans un miroir, à écouter de la musique positive le matin, à se faire un rituel bonheur, c'est-à-dire se lever le matin, faire de la méditation, écrire des pensées positives, écrire dans un cahier ce qu'on appelle le flux de conscience. Enfin, voilà. Il y a tout un tas de choses et vraiment l'idée c'est que vous trouviez quelque chose qui vous plaise et qui vous convienne et surtout qui convienne à votre mode de vie. À titre perso, me lever à 7h du matin à 6h30 du matin pour me faire de la méditation et du sport, moi je suis une dormeuse, non, c'est pas ce qui va me rendre heureuse. Voilà. Et donc, dernière partie de cet atelier, et ensuite la parole vous reviendra et je suis curieuse et j'ai hâte d'entendre vos retours et de savoir ce que vous en pensez et des astuces que vous pouvez avoir, c'est comment valoriser ses atouts. Donc, 2 astuces, la Warrior List ou liste de la guerrière. Maintenant que vous connaissez techniquement vos qualités, vos compétences, que vous savez ce dans quoi vous excellez, je vous invite d'écrire une liste de guerrières. Donc, c'est-à-dire que vous prenez une feuille de papier ou à l'ordinateur, pour ceux qui n'en ont pas, et vous écrivez les listes des 10 choses dont vous êtes les plus fiers. 10. Donc après, encore une fois, laissez exprimer votre créativité. Soit vous l'écrivez à la main, soit vous prenez une feuille en 50 par 70 et vous la décorez avec des images de super-héroïnes. Éclatez-vous. Et sur cette liste, vous écrivez les 10 choses dans votre vie, donc ça va de votre naissance jusqu'à aujourd'hui, dont vous êtes les plus fiers. Mais encore une fois, ce n'est pas spécialement des choses pharaoniques. Ça peut être savoir maintenir le lien avec mes amis, avoir une amie de plus de 10 ans, bien sûr, gérer la maladie, voilà, c'en est une. Alors ça, c'est incroyable. Mais ça peut être savoir faire une tarte au citron mieux que personne. Si vous en êtes hyper fiers, allez-y. En vrai, si votre tarte au citron est la meilleure, et dans ces cas-là, je demande à goûter, que l'univers entier est connu, allez-y. Et donc, en fait, vous faites la liste de ces 10 choses sur lesquelles vous êtes les plus fiers. Et avant chaque moment important, un moment ou des moments pas très chouettes, lorsque vous allez faire une chimio, pour celles qui sont en chimio, lorsque vous allez faire des radios, ou lorsque vous allez devoir passer un entretien d'embauche, ou n'importe quoi, et vous regardez cette liste et vous dites « Ouais, je suis une sacrée nana ou je suis un sacré mec quand même ». Et si jamais vous l'avez fait sur un panneau artistique, prenez-la en photo et gardez-la en photo sur votre téléphone. Et comme ça, vous la relisez à haute voix et ça va vous faire du bien.
Voilà, c'est votre liste des plus belles réalisations. Et quand on est dans le fond du trou, clairement, savoir avoir la liste des 10 choses dans lesquelles on est les plus fiers, c'est chouette. Et enfin, deuxième conseil pour apprendre à valoriser, eh bien, avant chaque entretien professionnel, pour celles et ceux qui vont passer des entretiens d'embauche, soyez concrètes et reprenez tout ce qu'on a vu précédemment pour avoir confiance en vous. Quand vous allez passer des entretiens, que ce soit des mobilités internes, des demandes d'augmentation, des entretiens d'embauche, enfin, tout type d'entretien dans la vie professionnelle, demandez-vous constamment cette phrase, qu'est-ce que je risque? Ok, il y a un job, mais c'est pas grave, vous avez fait pire. Vous avez vu tellement des choses vous avez tellement... Enfin, je veux dire, si jamais un jour vous êtes apprise pour un job, c'est que le job, il n'était pas fait pour vous, en fait. Et que finalement, c'est pas plus mal parce que ça se trouve, dans ce job, vous aurez été malheureuse, ça n'aurait pas été à la hauteur de vos compétences, etc. Donc, voilà, je crois que je t'ai lancée, mais en fait, non. Donc, apprendre à les valoriser, prenez cette warrior list et gardez toujours en tête tout ce que l'on vient de voir pour pouvoir ressortir si jamais des moments vous doutez. Écoutez, voilà, il est 14h presque 40. J'ai bien parlé et j'espère que cet atelier Valoriser ses atouts et être fier de toi vous a donné les clés. Je ne sais pas si on a des questions, des retours ou des partages, mais voilà, moi, je suis toute oui et j'ai pris grand plaisir à vous l'animer. Merci Margot. Alors, on a quelques, pas témoignages encore, mais en tout cas des gens qui nous saluent sur Facebook. Valérie, Eve, Anne, Sandrine. Merci à vous de nous suivre. Marie-Christine et Sylvie également. Sylvie qui dit que c'est un atelier très intéressant. Valérie qui nous suit depuis une cure thermale, à ce que je comprends, avec la Roche-Posay. Oh la chance! Profitez-en bien, Valérie, pour nous toutes. Oh là là, il fait quel temps à la Roche-Posay? Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne sais pas où vous êtes exactement, Valérie, pour votre cure, mais profitez-en. Valérie qui nous fait aussi un très beau témoignage, voilà, qui dit que c'est difficile, compliqué de s'aimer quand on voit que son corps est détruit, et qu'elle n'a plus forcément envie de s'habiller ou de se maquiller, forcément que ça joue ensuite sur la recherche d'emploi. Et on a 2 Guadeloupéennes, Gertie ou Gertie, je suis vraiment désolée si j'écorche votre nom, et Lindsay qui nous suivent de la Guadeloupe. On vous fait on pense très très fort à vous, à toutes les femmes, à toutes les personnes qui nous suivent dans les dom-toms, particulièrement à la Guadeloupe avec ce qui se passe au niveau sanitaire. Et on est ravis de pouvoir discuter avec vous en direct, mesdames. N'hésitez pas si vous avez des questions, des témoignages sur les astuces que Margot vient de vous donner. Et sur Zoom, on a Marie-Paul qui nous dit bonjour. Paul qu'on connaît bien à la Maison Rose de Bordeaux. Donc, bonjour à toutes. Stéphanie aussi qui te remercie, qui dit que cette intervention a été très reboostante. Je suis contente. Fatia qui dit que ce sont des super astuces, voilà, pour citer. Donc, n'hésitez pas, mesdames, si vous avez des questions spécifiques sur la Warrior List, sur la liste des compétences avec je sais, etc. Et ensuite le COD de ce que vous savez faire, que ce soit au niveau personnel ou pro. Peut-être, moi, j'avais une question, Margot. Quand tu dis au tout début, peut-être demander à des personnes qui nous connaissent, des amis, voilà, ce qu'ils aiment chez nous, comment ils pourraient nous décrire, c'est ça? Oui. Est-ce que c'est quelque chose aussi qu'on peut demander pour les points forts et les points faibles, sachant que les points faibles, c'est toujours une question des pistes d'amélioration, mais en tout cas, ça revient assez régulièrement en entretien d'embauche ou alors lors des entretiens annuels qu'on peut avoir en tant que salarié. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu conseillerais de demander à tes proches? Ça peut créer des embrouilles très rapidement. Alors, je vais te donner ma réponse. Il y a la réponse officielle et la réponse officieuse. La réponse officielle, je te dirais oui, Elodie, c'est important de connaître ses défauts et ses qualités. La réponse officieuse, c'est de se dire non, en vrai... Je pense qu'en vrai, quand tu traverses la maladie, savoir tes défauts, là, tu t'en bats les casquettes, quoi. Tu dis, oh, c'est pas grave. Non, mais c'est bien de savoir nos axes d'amélioration, mais je pense qu'on les connaît. Enfin, je pense que, en plus, les femmes, on a cette humilité. On connaît nos défauts et bon, si on peut les demander, pourquoi pas. Mais je rebondis aussi par rapport à le témoignage. Je suis désolée, j'ai oublié le prénom de la personne. Valérie. Pardon? C'est Valérie sur Facebook. Sur le physique? Oui. Ouais, exactement. Valérie, je ne sais pas où vous vivez,
Mais sachez qu'aux Maisons Roses de Bordeaux et de Paris, vous avez des socio-esthéticiennes vous avez ça à Bordeaux aussi, hein? Oui, ouais. Qui peuvent vous aider à vous faire des soins de visage et vous apprendre à vous maquiller. Et je pense que la technique, et alors je vais vous dire quelque chose de très personnel, mais c'est pas grave, c'est comme si on se connaissait finalement. Quand on a un défaut qu'on veut cacher, l'idée c'est ou un défaut ou un endroit où on n'est pas à l'aise, c'est de attirer le regard autre part. Et donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec votre cicatrice, avec votre corps, ce que je comprends parce que le cancer, c'est très difficile et on met tellement la pression sur les femmes avec leur corps que voilà, bah, n'hésitez pas en fait à détourner l'attention. Enfin, typiquement, moi, j'avais une de mes amies qui m'avait dit qu'elle avait une toute petite poitrine et que du coup, en fait, pour détourner le regard, en fait, elle s'était fait un tatouage à un autre endroit. Alors, je sais qu'à la Maison Rose, vous avez Sœur d'encre à Bordeaux qui tatoue les femmes et ça, c'est cool, sur la poitrine et qui embellit avec des super belles choses. Enfin, à chaque fois que je les vois, je me dis c'est complètement dingue. Mais après, vous avez d'autres astuces, effectivement. Vous avez des socio-esthéticiennes, vous avez des femmes en fait qui vont vous aider à reprendre confiance en vous après l'épreuve que vous avez traversée. Oui, on a effectivement une socio-esthéticienne à la Maison Rose de Bordeaux, donc Sandra, que j'en profite pour saluer, qui intervient également lors de webinaires. Et Valérie, ou pour toutes les autres femmes qui nous suivent, un des prochains thèmes, c'est la colorimétrie justement par rapport à votre morphologie. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, ce sera le jeudi à 15h. Et on a évidemment Amélie à la Maison Rose Paris, Amélie Cosno, qui est aussi socio-esthéticienne et que vous pouvez retrouver tous les mardis après-midi pour des webinaires, des ateliers en ligne. Alors, on a d'autres témoignages sur Zoom. Stéphanie, qui, elle, déclare que son problème, c'est la fatigue et qu'elle n'est plus capable de faire ce qu'elle faisait avant. Et qu'elle elle trouve ça très dur d'accepter ça comme une conséquence injuste de la maladie. Et Fatia, qui abonde également, puisque c'était aussi un effet miroir des autres et je pense des autres compétences et capacités des personnes qui, elles, n'ont pas été touchées par la maladie. Donc, on sait que c'est un des problèmes récurrents, un des effets secondaires qui peut intervenir sur le moyen voire le long terme, la fatigue, une fatigue un petit peu qui devient chronique après les traitements. Donc voilà, l'intérêt c'est de faire de l'activité physique adaptée. J'enchaîne après avec un autre webinaire avec Guillaume Coldefi sur l'activité physique adaptée et le bien-être que ça peut procurer pendant mais aussi après les traitements. Je sais qu'on a eu des situations, alors je ne sais pas où est-ce que vous habitez Stéphanie, mais dans les grandes métropoles, dans la plupart des grandes métropoles, les salles de sport et les clubs de sport sont fermés pour 15 jours. Voilà. Mais en tout cas, il y a d'autres moyens, d'autres manières, on verra après avec Guillaume Coldefi, comment maintenir justement une activité physique. Donc, je suis tout à fait d'accord, mais ça peut être c'est quelque chose sur lequel on peut travailler et on peut aussi accepter ça, notamment avec les coachs en milieu professionnel, justement, ce nouvel état dans lequel vous vous trouvez pour reprendre votre vie professionnelle. Alors, j'ai juste sur Facebook aussi Mireille qui va demander le support pour cet atelier intéressant. Donc, n'hésitez pas, Mireille, je vous redonne l'adresse que Margot a dit en début d'atelier. contact.bordeaux@maisonrose.fr. Maison avec un S, rose sans S, tout en minuscule attaché. Et Marilène qui te rassure, Margot, qui est aussi en région parisienne et qui a aussi un pull à col roulé. La loose. Alors, on a également Cécile. Alors, un très beau témoignage. C'est la seconde fois qu'elle nous suit et elle te trouve géniale, Margot. Elle apprécie ton côté positif. Elle a fini ses traitements et elle aimerait pouvoir aider les patientes qui sont atteintes du cancer à la Maison Rose de Paris. Et elle, voilà, Cécile, elle est dans tout ce qui est les conseils pour l'administratif, les IGSS, donc c'est les indemnités journalières de la sécurité sociale, invalidité, impôts. Alors, vous pistonnez non. Je me permets de répondre avant Margot. Dans ces cas-là, Cécile, ce que je vous propose, c'est d'écrire à mes collègues de la Maison Rose Paris. Donc, c'est la même adresse email, c'est contact.paris@maisonrose.fr, maison avec un S, rose sans S, pour proposer, voilà, et ensuite rencontrer la directrice de la Maison Rose Paris, donc Aurélie Benoît-Granger. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous sur cette possibilité. Je profite de toi, Margot.
Non, mais en vrai, moi, vu que voilà, je te laisse gérer parce que toi, voilà, moi, je suis intervenante. Alors, vous avez fait un test malheureusement sans réponse. Bah, écoutez, je vais en parler à mes collègues. Hein. Il a dû peut-être passer dans les spams ou autre parce qu'on répond à tout mail. Et sinon, vous pouvez les appeler. Vous tapez Maison Rose Paris sur le site, vous avez leurs coordonnées, vous les appelez directement pour justement voir avec elles parce que ce sont souvent des questions administratives qui reviennent. Donc, nous, je sais qu'on a des assistantes sociales qui interviennent à la Maison Rose de Bordeaux ponctuellement pour voilà, et bien, aiguiller et donner des conseils personnalisés à nos adhérentes. Alors, les astuces de Cécile pour être positive, des ateliers récurrents dans son téléphone du type tu es guéri, reste zen, des alertes récurrentes. Tu es guéri, reste zen avec tes conflits, etc. Oui, ça peut être aussi une possibilité, mesdames, de s'envoyer des messages du futur pour rester positive. Et je crois, alors on a aussi Arminda qui nous dit bonjour, bonjour sur Facebook. Et Evelyne, alors Evelyne qui adore ton dynamisme, Margot, et qui veut savoir comment on fait pour tout réécouter depuis le début et accéder au précédent webinaire puisqu'elle nous a pris en cours de route. Alors Evelyne, vous allez sur la page Facebook de Rose Up sur laquelle vous êtes actuellement, vous allez dans vidéo et vous avez tous les webinaires, pratiquement tous en replay qui sont disponibles. Donc quand celui-ci sera terminé, vous pourrez regarder tout depuis le début sans aucun problème et également les derniers sur la reprise professionnelle, que ce soit sur CV, lettre de motivation ou autre qu'on a animé avec Margot depuis les t-shirts. depuis le mois de mars. Voilà. Je crois que c'est pour des témoignages et questions, mais n'hésitez pas, mesdames, hein, si vous en avez d'autres, que ce soit par rapport aux ateliers, enfin voilà, aux différents effets secondaires, pardon, aux astuces, aux conseils que vous pouvez vous donner pour justement cette reprise. Et donc, je répète, hein, le support sera envoyé aux personnes qui en font la demande à contact.bordeaux@maisonrose.fr pour que vous puissiez travailler les astuces que Margot vient de vous donner. Donc, n'hésitez pas. Je crois qu'on a fait le tour. Je vous laisse peut-être un petit peu encore 1 ou 2 minutes si vous voulez, mesdames, voilà, redonner un petit peu vos Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose en attendant les témoignages, si je peux. Oui, bien sûr. Non, tais-toi, t'as déjà trop parlé. Non, je voulais juste rajouter, et je pensais vraiment au témoignage de Stéphanie qui nous a écrit le mot fatigue en majuscule par rapport effectivement à ce ressenti. Je pense qu'aussi, il faut aussi, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, mais accepter, en fait, apprendre à lâcher prise en fait. C'est-à-dire que je suis pas malade et du coup je peux même pas imaginer ce que vous vivez au quotidien. Simplement, je pense qu'effectivement, de manière générale, lorsqu'on va avoir des moments de vie où on va pas être nous-mêmes, etc., se dire juste c'est ok en fait. C'est ok et c'est normal, la fatigue on le sait, et même tout ce qui est cognitif c'est ralenti à cause des traitements et c'est pas grave de plus pouvoir faire comme avant en fait, il faut juste faire différemment. Et je pense que psychologiquement, au lieu d'essayer de lutter contre soi-même en disant putain t'es trop nul, t'y arrives pas, avant d'arriver à faire l'étape de multiplication en 2 minutes et maintenant t'y arrives plus, c'est juste se dire bah c'est pas grave, certes c'est un fait, j'y arrive plus, bon bah tant pis, hein, je vais prendre une calculette et se dire bah c'est ok en fait. Et je pense que juste lâcher la pression sur soi, bah ça va de suite peut-être enfin voilà, moi je l'ai vécu, mais à titre personnel, même psychologiquement, je m'entêtais dans des trucs et à partir du moment où je me suis dit, écoute, Margot, c'est pas grave si tu sais pas, c'est pas grave si tu n'y arrives pas, c'est pas grave si tu n'arrives pas à refaire comme avant. Le tout, c'est d'essayer et de faire différemment. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que le lâcher prise, c'est très important. Après, voilà, il y a aussi des personnes qui ressentent beaucoup déjà de colère au moment du diagnostic. Pourquoi moi et pourquoi pas les autres? Je ne fume pas, je ne bois pas, je fais du sport, j'ai une vie saine. Ce n'est pas pour incriminer les femmes qui fument, hein, parce qu'à Rose Up, on n'est jamais dans le fume. Mais voilà, ça revient beaucoup. Et donc, au moment d'avoir terminé ces traitements, d'avoir encore cette espèce d'injustice dans les effets secondaires, je pense que ça peut être évidemment quelque chose de très dur à accepter. Mais voilà, c'est un long travail aussi à faire sur soi. Et moi, j'ai aussi envie de vous dire, je crois que c'est Stéphanie, hein, il me semble, qui faisait ce témoignage sur la fatigue, c'est que chaque chose en son temps.
Je ne sais pas où vous en êtes exactement dans votre traitement, post-traitement ou non, mais en tout cas, c'est vraiment de prendre les choses aussi avec parcimonie, avec recul. J'en conviens que c'est très dur à le faire. On est aussi là pour vous accompagner dans ça, hein, les Maisons Roses, que ce soit par téléphone, hein, si vous pouvez venir sur Paris ou Bordeaux, voilà, on peut tout à fait vous accompagner à distance. Ce n'est pas le même impact, hein, j'en conviens, mais c'est déjà ça. Et vraiment, voilà, essayer comme l'a très bien dit Margot, de lâcher prise. Je ne peux plus faire de calcul mental de tête comme avant. Ben voilà, j'essaie de trouver une solution. Donc, mais il y a d'autres astuces, pas que le calcul mental, mais c'est vrai que quand on est souvent une femme, malheureusement, on a une charge mentale qui est assez importante. Et de ne plus justement avoir cette capacité à absorber cette charge mentale, ça peut être quelque chose aussi qui peut être très dur à vivre pour certaines femmes. Donc voilà, il faut aussi que ce lâcher prise, ça vient, mais ça vient aussi avec beaucoup de temps et d'accompagnement par l'association Rose Up, mais aussi par d'autres structures qui sont tout à fait compétentes dans ce type d'accompagnement. Alors, on a Sylvie qui rebondit sur ce témoignage, Stéphanie, qui a dit qu'elle comprend, qu'il faut accepter, mais que ça peut faire peur de se faire embaucher sur des qualités et de s'imaginer avec un passage à vide face à des gens qui ne connaissent pas la maladie. Et le fait de se limiter, c'est assez déprimant. Donc voilà, alors j'ai pas compris votre question, Sylvie, parce que je ne sais pas si ma question est claire. Ah voilà, c'est en fait c'est de lister toutes ces compétences, d'en faire la promotion, en tout cas de se vendre aussi quand vous recherchez un emploi. Et une fois que vous avez décroché l'emploi, avoir justement ces passages à vide entre guillemets et de comment le justifier auprès de son nouvel employeur. Je crois que c'est ça votre question, mais je ne suis pas sûre. Voilà, c'est ça. Donc, je peux te laisser répondre si tu veux, Margot. Eh bien, écoutez, Sylvie, on a fait un super atelier avec Élodie. On en a fait plusieurs sur le CV. Et en ce qui concerne les passages à vide dans les trous, donc j'imagine les trous que vous pouvez avoir au niveau de votre carrière à cause de la maladie, on donne avec Élodie plein d'astuces sur comment parler du cancer dans la vie professionnelle. Donc, si la question, c'est vraiment en mode, bah oui, mais comment je vais me faire embaucher parce qu'il y en a qui vont voir des trous de 1 an, de 2 ans, si c'est un cancer métastatique, plusieurs fois, etc. Comment ça se passe? Je vous invite, si j'ai bien compris votre question, hein, moi aussi, la fatigue, aujourd'hui, j'ai l'impression que je n'ai pas les yeux en face des trous, mais c'est pas grave. Si j'ai bien compris votre question, c'est ça. Je vous invite vraiment à aller revoir du coup le webinaire qu'on a fait sur le CV, où on explique avec Élodie comment justifier ou maquiller les trous sur le CV. C'est ça, hein. Tu as compris ça aussi, Élodie, ou pas? Alors moi, j'avais plus compris le fait que, et vous nous dites, Sylvie, en même temps, le fait que justement, il n'y ait pas des trous dans le CV exactement. C'est le fait qu'une fois qu'on est embauché, sur les compétences que l'on a, que des troubles cognitifs peuvent revenir une fois qu'on est embauché et que du coup, on ne peut pas avoir la même capacité à absorber des tâches ou le même rendement, entre guillemets. Et comment l'expliquer, parce qu'on n'a pas forcément abordé sur le CV, mais je veux dire au moment de l'entretien. Et voilà, c'est ce que Sylvie explique, c'est bien ce que j'avais compris. C'est comment, une fois qu'on est embauché sur un nouvel emploi, après avoir été touché par un cancer, on peut avoir des troubles cognitifs. Et là, il y a un moment donné où on a une fatigue qui revient parce qu'on peut aussi avoir une maladie qui se chronicise, malheureusement, le cancer. On peut aussi avoir des effets sur le long terme qui reviennent, notamment lorsqu'on est sous hormonothérapie. Et comment on peut justifier auprès de son employeur? Je crois que c'est plus ça. Ok. Oui, effectivement, c'est le jour où ça ne va pas. Après, dites-vous, bravo, merci Elodie. Et après, c'est normal, Sylvie, dites-vous que les jours où ça va pas, ça arrive à tout le monde. Et justement, il y a des jours où ça va, il faut se concentrer, ou les jours où ça va, et de se dire, ok, aujourd'hui, c'est une journée de merde, tant pis. Je pense que... Mais encore une fois, même sans maladie, on a tous des jours au travail ou dans la vie personnelle, on se dit, mais c'était une journée, mais qui était inutile, quoi. Et donc, le fait effectivement d'avoir fait votre liste de compétences, fait votre warrior list, ça va vous rappeler que vous n'êtes pas que les jours où ça ne va pas. Vous êtes aussi une personne où vous rayonnez, j'imagine, les jours où ça va aussi. Et il faut se souvenir de ça. Petite phrase anglaise qui disent hyper cucu, mais on aime, c'est après la pluie vient le soleil. Voilà, on se raccroche à ce qu'on peut. Hein. En anglais, c'est plus sympa, c'est after the rain comes the sun. Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup mieux en anglais. Hein. C'est pour ça que le marketing, c'est une discipline anglaise en vrai, parce que nous, en français, ça ne marcherait pas. C'est ça.
Non, mais Sylvie, après, voilà, comme vous l'a dit Marco, dites-vous que les personnes, qu'elles étaient touchées par un cancer ou pas, il y en a toutes qui ont des mauvais jours ou des jours où elles sont un peu moins performantes, tout simplement parce qu'on est humain et que parfois on va avoir eu une mauvaise nuit, on va avoir une nouvelle dans notre vie personnelle qui va faire qu'on est plus aussi concentré, ou parce qu'on a quelque chose qui s'accumule lors d'une période. Donc, ça, on en avait parlé aussi avec Margot sur la rentrée quand on est overbooké, mais ça peut s'appliquer à n'importe quelle période. L'astuce qui est, c'est de faire des plans de charge, c'est-à-dire de se dire, OK, tel mois, tel jour, telle semaine, d'habitude, je sais que j'ai beaucoup de travail qui peut venir comme ça, et bien du coup, je vais essayer de dégager mon planning. Et comment l'expliquer à son employeur? Après, tu me dis Margot, hein, mais voilà, s'il revient vers vous, parce qu'on n'est pas obligé aussi de s'auto-flageller en permanence et d'aller vers lui et de dire j'ai pas fait mon tableau, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Voilà. Chose que je ne fais pas auprès de mes employeurs, parce que je ne sais pas si Céline voit ça ou pas. C'est juste que voilà, on peut aussi se dire, être indulgent avec soi-même et se dire voilà, j'ai pas fait ça parce que j'étais fatiguée, parce que j'ai eu un trou de mémoire, parce que là, j'ai un examen dans un mois qui me stresse énormément, j'ai un nouveau PET scan ou autre, voilà, c'est un peu compliqué. Eh bien, on rattrape le lendemain. Voilà, il y a toujours des solutions. Et puis, surtout, l'astuce de Margot, au pire. Au pire, je n'ai pas rendu ce tableau. Au pire, je ne l'ai pas rendu pour 17h30. Je l'ai rendu pour 18h. Ou au pire, je le rends pour demain. Voilà. C'est pas grave. Et au pire, ce qui aide, c'est en fait de prévenir, c'est-à-dire de dire à ses employeurs, voilà, je vais avoir une heure, je vais avoir une journée de retard sur ça. Ça peut aussi arriver. Alors moi, on a eu des témoignages sur Facebook. Alors on avait Evelyne, je crois, qui nous remercie pour cet atelier au top. Donc on est ravis, Evelyne. Mireille aussi qui confirme que les traitements entraînent des troubles cognitifs et que ces derniers s'estompent avec le temps et que lâcher prise aide également, quand on parlait avec le témoignage de Stéphanie sur la fatigue. Et on a également Francine, pardon, sur Facebook, qui a été atteinte par 4 cancers du sein et qui a eu l'impression que le dernier a été extrêmement grave, ça a beaucoup touché, que ce soit au niveau physique ou psychologique, de ce que je comprends. Elle a énormément de dégâts collatéraux et qu'elle est prête à vous donner des astuces pour la mémoire, la fatigue. Si vous voulez converser avec Francine sur le Facebook, et ses petites astuces, c'est que quand elle est fatiguée, elle lâche prise, elle se repose et ensuite elle reprend ses activités pour que l'endorphine fasse son effet et donne la pêche. Elle fait du fitness toutes les semaines, de la randonnée, de la peinture. Elle prend des cours de guitare et parfois des cours de guitare, elle n'y arrive pas, c'est pas grave, et elle se dit que ça ira mieux la semaine suivante. Quelle énergie, Francine. Je suis... J'aimerais faire tout ça. Et alors, Stéphanie, déjà sorti de mon lit, c'est un exploit. c'est ça. Je vais prendre un dernier témoignage parce qu'ensuite, on a malheureusement un autre webinaire qui va commencer. Stéphanie, qui a repris le travail en septembre dernier, elle est prof d'anglais. Elle a tenu jusqu'en janvier. C'est très, très fatigant. Il y a aussi des répercussions sur sa vie familiale. Et elle a été arrêtée jusqu'en novembre parce qu'elle ne se voit pas reprendre avec des classes de 40 élèves et encore moins avec un masque. Et donc, elle souhaite se reconvertir, mais elle n'a pas la force, évidemment, d'être arrêtée. Alors, Stéphanie, je vois cancer métastatique. Je ne sais pas si vous êtes vous-même touchée par un cancer métastatique. Sachez que l'association Rose Up a lancé dans ces 2 maisons roses un programme, un parcours qui est dédié aux femmes concernées par un cancer métastatique. Vous avez notamment, je sais qu'à la Maison Rose Bordeaux, vous pouvez rencontrer une psychologue du travail en individuel, si vous le souhaitez, sur justement la place du travail lorsqu'on est touché par une telle maladie. Donc n'hésitez pas. Après, je ne sais pas si vous êtes exactement, si vous pouvez vous déplacer. Voilà, si vous souhaitez nous en parler, ça sera avec beaucoup de plaisir. Et on a Sylvie, Francine qui vous remercie pour votre témoignage. Voilà. On va conclure le webinaire, mesdames. J'ai été ravie de vous retrouver. Et je vous dis évidemment à très bientôt. Merci beaucoup à toi, Margot, pour tes conseils et ton dynamisme. C'est toujours un plaisir. Et je te retrouve dans 15 jours, il me semble. Ouais, avec un nouveau webinaire. Ouh c'est super. On doit monter un podcast, hein, mais bon, ça c'est pas grave. J'en parler aussi. Teasing, un nouveau thème. Donc avec grand plaisir. Merci à vous, mesdames. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.